l'amitié que j'avais pour Anna Eva Bergman, c'était presque l'amour, n'est-ce pas? Je l'ai beaucoup admirée et j'ai senti avec elle des choses que je crois personne d'autre ont senti. Ça peut être une chose de nationalité, naturellement, mais je ne crois pas que c'est essentiel. C'est surtout dans son art que j'ai trouvé l'ami Anna Eva Bergman. Comme ça, on peut dire que Anna Eva Bergman se trouve sur le terrain qui est peut-être le plus intéressant dans la peinture de notre âge. C'est là où l'abstraction rencontre la nature. J'ai rencontré Anna Eva Bergman à l'occasion d'une exposition de Hans Hartung à la Galerie de France en 1957. C'était un vernissage très bien. On a dîné après dans un restaurant chinois de l'autre côté de la Seine. J'étais à côté de Anna Eva Bergman que j'ai rencontrée là pour la première fois. J'ai été quelques fois dans leur maison à rue Gobet. Je ne les ai jamais rencontrés rue Cels. Après les années 50, je les rencontrais à peu près chaque fois que j'étais à Paris. Et à Paris, les dernières années à Antibes. Et j'étais là même quelques jours avant qu'elle était transportée à Grasse, où elle est décédée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé le travail avec le livre que j'ai écrit sur elle. Il y a 2 fois qu'elle était en Norvège, où j'ai arrangé des expositions et de Hans Hartung en 78, et puis d'elle dans sa 70e année, c'est-à-dire en 79, une grande rétrospective au musée Henny Onsstad. C'était une très belle exposition. Elle était très contente, je me souviens. Moi, je considère qu'Anna Eva Bergman est devenue peintre après les années 51. Elle a vécu une sorte de transition dans son œuvre, les années 48-49 jusqu'à 52. Et là, c'était vraiment où elle a commencé de peindre comme elle voulait. Le point le plus important, naturellement, c'est la découverte du paysage de Norvège. C'est après le voyage en 50, après avoir vu le paysage du nord de la Norvège et après qu'elle a été à la côte de Oslofjord, sud d'Oslo, où elle a découvert les rochers qui étaient travaillés par l'eau et le vent, qu'elle a vraiment trouvé ses motifs préférés. Elle a senti d'une façon ou autre que c'est ici que j'appartiens. C'est là
que je dois exprimer. C'est l'amour du paysage norvégien. Pour souligner l'importance qu'a eu ce paysage de rocher là, à Vestfold, c'est parce que c'était à la base de sa première période vraiment de peinture dans son propre style. Elle a fait des croquis, elle a fait des aquarelles et aussi des toiles de ce qu'elle appelait fragments d'une île de Norvège. Et c'est là où elle a vraiment découvert ce que la nature, le paysage pouvait lui donner d'inspiration de base. De ce fragment d'une île de Norvège ont sorti les pierres qu'elle a peintes en 1952. Après la période des cailloux, justement dans 52-53, elle a commencé à créer ces choses qui sont plantées sur Terre, c'est-à-dire des montagnes qui sont vraiment là, placées sur Terre, et qui couvrent presque toute la toile. À Loftus, Anna-Eva Bergman a passé plusieurs étés de son enfance, sa jeunesse, chez ses tantes. Et elle a eu chaque jour devant ses yeux cette grande montagne à l'autre côté du fjord. C'est donc une mémoire qui a été dormante pendant des années, n'est-ce pas? Et soudainement, en 1952, elle commence à s'en ressouvenir. Et c'est là où commence cette période de choses vraiment massives. Il n'y a plus de pierres qui flottent dans l'air. Ce sont des motifs très très stables. Ce sont les fjords, il y a les montagnes, il y a les glaciers. Mais elle avait aussi quelques motifs qui n'étaient pas de paysages, mais qui étaient associés avec des paysages. Elle peignait une sorte de bateau spécial, c'est la demi-barque. D'après les légendes anciennes de Norvège, pour les pêcheurs, par exemple de Lofoten, quand on voyait une demi-barque avec une sorte de personnage là-dedans, c'était un symbole de la mort. Ça voulait dire qu'il allait mourir. Et dans les légendes, les bateaux semblent être coupés dans le sens de la longueur, n'est-ce pas? Tandis qu'en Aeva, les coupés dans le sens de la largeur. Et comme ça, on ne voit que la proue. Et ce qui n'est pas tout à fait correct, je crois. Elle faisait beaucoup de tumulus, des tombeaux, et les stèles étaient parfois associées avec ces tumulus, mais je crois que la plupart des stèles ont été élevées sur des lieux où on cultivait la déesse de la fertilité, Frøya, par leur forme parfois un peu phallique. Anna Eva Bergman les associait
avec la nature. Il y avait les pouvoirs de la nature. Elle était plutôt non croyant, mais elle croyait certainement à un pouvoir universel. Elle avait une sorte de panthéisme qui reliait le paysage en terre avec l'univers. Oui, Anna Eva Bergman s'intéressait beaucoup aux astres. Je crois que c'était une sorte d'extension de son amour pour le paysage. Et elle a peint des lunes, des planètes, des comètes. C'était lié peut-être à la forme ronde qu'elle aimait beaucoup, mais surtout dans le mystère de l'astronomie, de tout ce qui se passait dans le cosmos. À un certain moment, elle s'était beaucoup intéressée à l'astronomie et la cosmologie. Un troisième motif qui n'était pas de paysage, et c'était la maison. Elle a eu un trait spécial pour les maisons. On voit dans ces peintures qu'elle a fait, par exemple à Ménorque, il n'y a que des maisons. Et elle a peint la maison de Homborea. Et aussi, elle les a fait beaucoup plus abstraits. C'était un motif favori jusqu'à sa dernière année. Elle a fait des maisons. Je crois que ça a à faire avec son attrait pour la section d'or. La lumière dans l'étoile d'Anna Eva Bergman, c'est le mystère de son art. Ça a à faire avec sa technique de feuille. C'est pas une chose qu'elle a fait du commencement. Par exemple, dans sa période de cailloux, de pierre, elle employait très rarement cette technique. C'est quand les motifs sont devenus les choses stables, les montagnes, les fjords, les glaciers, qu'elle a commencé à employer la technique de feuille, de métal. Dans une toile comme le fjord, par exemple, il y a la feuille d'argent au-dessous de toute la peinture. Ça donne cette lumière qui sort de la peinture. C'est une sorte d'immanence. Ils sont luisants en elles-mêmes, les toiles. Dans les tombeaux des dernières années de 50, elle a mis des feuilles en dessous, elle a beaucoup de couches de peinture et elle a gratté dans la peinture et la luminosité de cette couche de feuilles d'argent et d'or, euh, ça perce, ça transperce. Par exemple, Johan Merkert dit que la lumière est là. Mais tout de même, ça sort d'une certaine technique. Petit à petit, elle a découvert, recréé cette lumière, surtout des paysages du nord de la Norvège. Elle dit dans son carnet, par exemple,
de 1950, des choses importantes sur ce qu'elle a vu. Elle était passée le Risøysunn une nuit avec le soleil de minuit et elle voyait les montagnes tout à fait transparentes. Et il dit que si on veut peindre ça, il ne faut absolument pas être naturaliste. Elle dit elle-même que tout naturalisme ici voulait gâter l'impression qu'elle a eue. Il faut recréer cette chose en abstrait. Il faut condenser. On peut dire que c'est une concentration sur les choses de base, n'est-ce pas, de la lumière, les formes de montagne qu'elle a fait de plus en plus abstraites. C'est une abstraction de paysage jusqu'à l'extrême, n'est-ce pas? C'est jusqu'à une ligne. C'est à Antibes que Anna Eva Bergman a vraiment eu l'inspiration nordique, on peut le dire. C'est une sorte de nostalgie, je crois, des pays nordiques et de la nature du nord de la Norvège. C'est la nature de Finnmark qui a inspiré ces horizons, multi-horizons, je crois. C'est là qu'elle a vraiment vu cette énorme plaine multicolorée. C'était les couleurs de l'automne, déjà, là-haut. Donc elle a fait des Finnmark rouges et des horizons multicolorés. C'est peut-être ces toiles les plus abstraites qu'elle a faites. Ce qu'Anna Eva Bergman aimait et insistait à être, c'était indépendante. Son indépendance était très importante pour elle. Et c'est là aussi que moi, je l'ai commencé à comprendre. Parce qu'elle était différente de tous les autres de son entourage. Elle avait une enfance pour créer une personnalité indépendante, n'est-ce pas? La mère n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper de son enfant, alors elle l'a laissé chez des oncles et des tantes, et elle était plus ou moins laissée à elle-même, n'est-ce pas? C'est de là, je crois, que cette indépendance a commencé par sa vie, par le choix d'éducation, par exemple. Elle a voulu quitter l'école, elle a commencé à une académie de beaux-arts, et elle allait à Vienne avec sa mère, elle allait à Paris, elle a trouvé Hans Hartung, tout de suite fiancée, et puis mariée la même année, n'est-ce pas, à l'âge de 20 ans, très indépendamment de sa mère même. Anna Eva Bergman était beaucoup plus connue en France qu'en Norvège, même s'il avait eu quelques expositions de succès dans les années 50-51, ici en Norvège et aussi en Suède. Et elle s'est toujours plaint pourquoi les Norvégiens ne m'acceptent pas, n'est-ce pas? C'était sa grande peur
qu'elle ne serait pas reconnue en Norvège. Maintenant, ça commence. Le jeune public se tourne vers elle maintenant et découvre l'originalité, par exemple, de sa technique qui, à tous ses motifs, donne cette lumière qui est caractéristique de la Norvège. C'est une chose éblouissante de découvrir cette lumière. Elle ne m'a pas beaucoup raconté de sa vie, mais j'ai trouvé peu à peu ce qu'elle a vécu. Je l'ai beaucoup respectée comme être intellectuelle. Elle avait une grande force intellectuelle, ce qui transpire de ses carnets, où elle a petit à petit développé toute sa philosophie de l'art. Et ça aussi le rend grand dans mes yeux. Je suis très heureux maintenant que de plus en plus les gens vont comprendre ce qu'elle a fait et sa grandeur. Il émanait d'elle une sorte de chaleur qui embrassait absolument tout. Et on peut le sentir dans son art. Elle est vraiment dans ses toiles. Et elle dit aussi qu'il faut être un avec ce qu'on peint. Et elle est le meilleur exemple de cette incarnation, on peut dire, dans son art. Je regrette beaucoup qu'elle n'est plus là. Mais je suis très heureux de l'avoir connue. C'est une pièce de Grieg basée sur une chanson folklorique. La chanson s'appelle I Ola Darum I Olasjön. C'est donc le nom de Ola, qui est mon nom d'ailleurs. Un garçon qui est disparu et on disait qu'il était pris des forces surnaturelles et mené dans une montagne. Il fallait pour le retirer de cette montagne sonner les cloches de l'église. Mais en revenant, il s'est toujours souvenu de cette incarcération dans la montagne et il a une sorte de nostalgie vers la montagne. Et je trouve que ça illustre très bien l'amour ou la nostalgie d'Anna Eva Bergman.